Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici devant un des bâtiments des hôpitaux universitaires de Genève. Ici en 2019, des chercheurs, des psychiatres ont fait les premiers essais cliniques avec du LSD en Suisse romande. Alors le LSD, c'est une molécule qui a été découverte dans les années 40 par le chimiste bâlois Albert Hofmann. Cette molécule, il la découvre un peu par hasard en essayant d'isoler un champignon qui est naturellement présent dans le seigle. Et ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est qu'il en ingère par hasard aussi en se frottant les yeux. Après ça, il rentre chez lui à vélo, donc complètement perché. Donc, si ça se trouve, aujourd'hui encore, il y a des gens sur leur vélo qui sont perchés au LSD, genre lui. Enfin bref, revenons à notre ami Albert Hofmann, donc il rentre chez lui et qui commence à voir des couleurs et des formes super vives. Et donc après ce premier trip, il se rend compte qu'il a peut-être mis le doigt sur quelque chose d'assez historique. Et il n'avait pas tort parce que visiblement 80 années plus tard, cette substance elle fascine encore tout autant les chercheurs et les chercheuses. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un reportage grâce auquel on a pu rencontrer Marita, qui est l'une des premières patientes à avoir participé à ces essais cliniques. Donc historiquement, la première patiente à avoir essayé légalement le LSD en Suisse romande. Et on a aussi pu rencontrer son psychiatre qui fait partie des personnes impliquées dans la recherche au HUG. On a aussi pu rencontrer un de ses collègues à lui qui est vraiment super calé en matière d'histoire et en matière de recherche sur les psychédéliques. Donc voilà les amis, j'ai envie de dire que des bonnes choses, donc c'est parti. C'est fou quand même, non? Comme une molécule aussi petite que le LSD peut avoir un effet énorme à l'échelle humaine. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre en parlant avec Marita. Comme je vous le disais, c'est la première personne à avoir pris légalement du LSD en Suisse romande. On a eu la chance de pouvoir la rencontrer chez elle pour qu'elle nous raconte, elle, comment elle a vécu l'expérience subjectivement. On vit ça comme dans un rêve. Quand vous rêvez des choses spontanées. Quand vous êtes éveillé, vous réfléchissez et vous vous conformez à votre réflexion. Là, vous vous lâchez complètement, c'est tout votre naturel le plus profond qui sort. Vous n'êtes plus, vous, la personne raisonnée qui dit demain à midi je dois faire ça ou demain matin je dois me lever. Non, vous êtes hors du temps, avec vos propres fantasmes, avec vos propres souvenirs, avec vos propres folies ou vos propres bien-être qui revient. En tous les cas, on ne peut plus mentir à personne en prenant ça. On est vraiment très naturel, dans le plus profond de soi. On n'est pas moi je suis madame un tel et je fais ça. Non, on n'est plus ni de nom, ni rien du tout. On est un être humain qui est en train de vivre certaines choses. Bon, je peux le dire, c'était un fiancé avec qui je devais me marier et qui est mort 15 jours avant le mariage. Et ça, je pensais l'avoir réglé comme chagrin. Et non, c'était au fond de moi. Mais j'ai pleuré pendant la prise de LSD même. J'ai pleuré pendant des heures. Et il s'appelait Django. J'ai dit, mais Django, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tout ça. Ok, ça date de tellement d'années. Et je l'ai sorti avec cette expérience LSD. Et depuis, je suis apaisée, je suis tranquille. Pour en savoir un petit peu plus, on est même allé rencontrer son psychiatre, le docteur Didier Queno, qui nous a raconté ce que des substances comme la MDMA par exemple pouvaient procurer comme expérience. Ah oui, et vous nous excuserez parce qu'il y a eu un petit problème avec le micro, donc désolé d'avance. On dit souvent qu'une séance correspond à 6 mois de psychothérapie. Je dirais que peut-être une séance, alors pas toute, hein, mais une séance peut carrément changer une vie. Hein. Ouais. Je dirais globalement, ça dépend des substances, mais par exemple la MDMA peut avoir cette potentialité de permettre aux patients de peut-être revivre avec beaucoup de précision des épisodes traumatiques de sa vie et de pouvoir dépasser des peurs, des angoisses qu'il avait ressenties dans sa vie réelle quand il était dans cette situation. Et donc, voilà, ça lui permet peut-être d'intégrer des expériences traumatiques de telle manière que ça ne va plus le perturber par la suite. Il faut préciser ici que si les substances comme le LSD, la MDMA ou la psilocybine, c'est-à-dire la substance qu'on trouve dans les champignons magiques, sont interdites, l'Office fédéral de la santé publique peut délivrer des autorisations exceptionnelles aux psychiatres qui en font la demande pour les utiliser avec leurs patients. Alors bien sûr, on ne peut pas aller sonner à la porte d'un psychiatre pour demander une expérience psychédélique comme ça. Donc ça sert à rien d'essayer. C'est réservé à des patients qui ont eu un long suivi thérapeutique déjà, qui ont essayé beaucoup de traitements, beaucoup de thérapies et beaucoup de médicaments
et pour qui la situation ne s'améliore pas. Alors bien sûr, il y a des contre-indications assez pratiques. C'est pas du tout fait, par exemple, pour les personnes qui souffrent de troubles psychotiques, comme la schizophrénie ou la bipolarité, par exemple. Et c'est pas non plus fait pour des personnes qui peuvent être cardiaques. Et puis même si on souffre pas de toutes ces choses, les psychédéliques, ça reste des substances qui sont très puissantes. En tout cas, c'est ce que m'a raconté Federico, qui est quelqu'un qui collabore avec le docteur Didier Queno et qui fait aussi de la recherche au service d'addictologie des hôpitaux de Genève. Les psychédéliques, c'est quand même des substances qui induisent un état de conscience altéré très intense. En soi, une expérience psychédélique peut être une expérience traumatique. Du coup, vraiment, les notions de set et setting, c'est-à-dire de son propre état et d'où on fait ça dans un cadre justement contrôlé, supervisé par des professionnels, c'est des choses très importantes à considérer pour avoir une très bonne expérience. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires de gros bad trip, des gens qui font des crises d'angoisse monumentales quand ils sont sous l'influence de psychédéliques. Mais c'est vrai que le cadre est très différent de celui d'une grosse rave où tu es entouré de gens que tu connais à peine, quoi. Les bad trips, c'est quelque chose qui peut se passer, c'est-à-dire c'est un trip, c'est-à-dire une consommation de substances faite dans des mauvaises conditions. Alors que quand on est dans des conditions cadrées, thérapeutiques, là, si on a des angoisses ou justement des moments difficiles, là, ça sera plutôt un challenging trip, c'est-à-dire l'éveil de quelque chose de très intime, justement, qui peut nous permettre après de comprendre davantage notre situation. C'est clair, il ne faut pas s'amuser à prendre ça tout seul, à faire ça tout seul. Il faut être encadré, il faut qu'il y ait des médecins qui sont là, il faut qu'il y ait des gens qui vous estiment, qui vous aident si besoin, vous comprenez? Il ne faut pas prendre ça tout seul, il ne faut pas prendre ça pour une rigolade, il ne faut pas prendre ça comme une prise de drogue amusante. Hein. Non, non, non. Pour l'instant, ce qui a été le plus étudié, c'est l'impact des psychédéliques sur des maladies comme la dépression, le syndrome post-traumatique et les addictions aussi. Pour l'alcoolisme ou le tabagisme, par exemple, on voit des résultats assez prometteurs. Et c'est d'ailleurs paradoxal quand on voit que la cause de ces addictions, c'est-à-dire l'alcool ou le tabac, sont, elles, légales. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut entièrement légaliser les psychédéliques pour que les gens aillent mieux? Je mettrais aussi un bémol parce qu'il n'y a aucune substance miracle. Et ça, je crois qu'il faut vraiment sortir ça de la tête parce que sinon, les patients et le public aura beaucoup trop d'attentes. Mais je pense que ce sont des substances qui devraient absolument être encore étudiées et que l'on devrait proposer d'une manière peut-être un peu plus facile à des patients, mais par des thérapeutes confirmés, des thérapeutes expérimentés. Ça, c'est aussi très important. Aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on revient de loin avec ces premiers essais qui sont menés aux hôpitaux à Genève. Et oui, parce que l'histoire politique récente des psychédéliques est pleine de remous, on va dire. Aujourd'hui, les substances psychédéliques sont illégales à cause d'un processus historique qui s'est mis en place dans les années 70, qui a ses origines dans la lutte vraiment à la drogue menée par l'administration Nixon aux États-Unis dans les années 70 avec tout un mouvement de remise en question de l'establishment par rapport à la guerre du Vietnam, etc. C'est vraiment une question historique qui s'est imposée par rapport à ces substances alors qu'elles n'ont pas de pouvoir addictogène physique et elles ne présentent pas une toxicité pour le cerveau, alors que d'autres drogues comme l'alcool ou la nicotine ont une toxicité avérée sur les cellules neuronales. Et c'est dans le livre du journaliste américain Michael Pollan qu'on trouve l'idée que dans les années 60, le LSD commençait à menacer l'agenda politique du président de l'époque, Richard Nixon. Il pensait en fait que c'était à cause de ces substances, peut-être à raison d'ailleurs, que les jeunes ne voulaient plus partir en guerre au Vietnam. Bon, la réalité elle est évidemment bien plus complexe, mais ça soulève quand même une question que beaucoup de gens se posent et qui était vachement revendiquée par le mouvement hippie à l'époque. Est-ce que si tout le monde prenait des psychédéliques, on obtiendrait un système plus juste, où les gens sont plus ouverts, plus à l'écoute, plus humains? Et c'est une question qui est tout à fait d'actualité en fait. Est-ce qu'on peut transformer un système en transformant la conscience des individus qui le composent? Eh ben c'est peut-être un petit peu simpliste de croire qu'on pourra résoudre de cette manière les problèmes d'accès au logement, à la santé, l'exploitation humaine ou même la crise climatique. Mais bon, pour l'instant, il faut laisser avancer encore la recherche sur les psychédéliques qui n'a pas du tout la prétention de tout résoudre. Notre but vraiment, c'est déjà d'amener une conscience plus vaste par rapport au potentiel thérapeutique. C'est déjà beaucoup pour nous, de notre côté, je pense.
En attendant, il y a encore plein de questions qui sont encore en suspens, comme la question du remboursement de ce genre de thérapie, ou celle de la formation des psychiatres aussi. Mais vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il faut comme ressources qui vous permettront d'aller plus loin dans la question. Déjà, on a écrit un article sur le site web du Courrier, où on aborde des questions qu'on n'a pas traitées ici. Aussi, si vous regardez cette vidéo à temps, ce week-end, l'association PALA, qui a été fondée par Federico justement, organise toute une série de conférences à ce sujet. Il y aura plein de chercheurs, de chercheuses, de médecins, de psychiatres qui parleront de trucs super fascinants, donc je vous mets le lien dans la bio. Voilà, c'est tout pour moi les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, tous les vendredis on diffuse une revue de presse qui s'appelle La Contractu. Et puis si vous êtes vraiment des amours, vous pouvez nous faire un don. Le lien pour ça est dans la bio. Alors sur ce, prenez soin de vous les amis et pas de bêtises.